de patrimoines écrits avec cette question un petit peu racoleuse, hein. Quelle est la vraie couleur des émotions? Parce que ça sous-entend qu'on vous a menti, que tout ce que vous voyez dans l'exposition de Sophie et d'Anaïs, finalement, n'indiquait pas les vraies couleurs. Donc qu'est-ce qu'il en est exactement? C'est une question qui intrigue. Et l'association qu'on trouve souvent dans les albums jeunesse qui vous est présentée à la BU, c'est bon, le rouge c'est la couleur, c'est le bleu c'est la tristesse, c'est le rose, ça peut être aussi le sentiment amoureux. Et donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Est-ce que je vais vous dire que c'est vrai, que c'est pas vrai? On va voir. Alors la première chose, c'est qu'en effet, les émotions vous demandent, vous, d'aider vos élèves à les maîtriser pour pouvoir mieux les réguler, pour pouvoir développer ensuite plus de concentration. C'est dans les programmes de la maternelle, on vous demande ça. Et les albums jeunesse, sous par exemple l'impulsion de celui qui a été écrit par l'espagnol Le Monstre des couleurs en 2012, qui a été traduit dans plein de langues, et ça s'est développé. La littérature jeunesse a fleuri à ce sujet, bonjour. Et en effet, ça explique qu'il y a une certaine réalité cruciale à aider nos élèves à identifier leurs émotions pour mieux les réguler. Et quoi de mieux en fait que les couleurs pour aider nos élèves à donner une réalité concrète à leurs émotions. Et vous allez voir qu'il ne va pas y avoir de réponse aussi simple parce que, comme je vais vous le montrer, il y aura sans doute même plus de questions qu'au début. Eh bien, parce que la raison, c'est que les couleurs, comme les émotions, appartiennent au domaine du sensible, de la perception, et que pour cette raison, elles résistent un peu à l'idée d'une vérité une et unanime. Voilà, c'est de là aussi qu'elles vont tirer leur richesse expressive, et c'est bien sûr pour ça que les artistes les utilisent de manière diverse et variée. Donc lors de notre petit parcours culturel méridien, je suis ravie que vous soyez un petit peu nombreux, je vais vous parler essentiellement d'histoire de l'art, donc déjà un petit récapitulatif sur qu'est-ce que la couleur, comment on l'aperçoit, et ensuite je vais vous parler, puisque vous avez bien compris, moi ma spécialité c'est l'histoire de l'art américain, d'un peintre américain et de son utilisation des couleurs. Je vais vous rappeler d'abord quelques théories des couleurs. Premièrement, question, quand on parle des couleurs, on parle bien sûr de notre œil, c'est l'organe qui voit et qui va transmettre au cerveau. Petit rappel sur comment on voit les yeux. Déjà vos yeux, quelle couleur ils sont vos yeux? Alors c'est intéressant parce que vous allez dire globalement bleu, marron, il y en a qui vont dire noisette. En effet, déjà vous voyez que la couleur de votre iris, elle change selon déjà la luminosité. Donc notre perception des couleurs, elle est liée à la lumière. Ça, c'est une idée que la couleur, c'est une perception avant tout. Et puis, deuxième chose que j'essaye de vous montrer quand je vous dis quelles couleurs sont vos yeux, c'est parce que le mot que vous utilisez pour faire référence à la couleur de vos yeux, encore une fois, c'est sujet à négociation. Donc, globalement, l'iris de vos yeux, c'est le pigment naturel qu'on a, c'est la mélanine, et plus vous en avez, plus vos yeux paraissent foncés. Autre chose à vous rappeler, que la perception de notre environnement et des couleurs des objets, c'est essentiellement lié à la lumière du soleil, la lumière blanche, et une histoire de ce que nous avons dans nos yeux. Nos yeux, ils sont faits, il y a des photorécepteurs que sont les cônes et les bâtonnets. Alors ça fait très glace, hein. Mais donc globalement, les cônes, on en a trois types. On a des cônes bleus, on a des cônes verts et des cônes rouges qui sont plus sensibles à différents rayons, qui eux-mêmes vont traduire en fait à notre cerveau ce qui est perçu de la manière dont bien sûr ça a été la lumière les différents rayons de lumière ont été réfléchis par l'objet. Donc tout ça aussi à vous noter. D'ailleurs, je sais pas si parmi vous il y a quelqu'un qui est daltonien. Non, je crois qu'il y a quelqu'un qui nous avait dit oui. Pierre. J'ai un peu de thérapie, mais c'est pas la plus élevée. Ok, vous avez peut-être des différences entre le vert et le rouge. C'est ouais. Voilà. C'est une nuance de bleu et d'accord. rouge. En
effet, donc c'est bien qu'on ait des personnes qui voient le monde différemment. La perception, encore les couleurs, c'est une question de perception, puisque globalement 90% de la population a une vision humaine dite classique, alors qu'il y a d'autres manières de voir en fait le même spectre de couleurs. Donc ça c'est le daltonisme que vous connaissez, il y a différentes sortes de daltonisme. Donc, selon l'intensité des rayons lumineux et de leur combinaison, nos cônes permettent, comme je vous l'ai dit, de voir. Il y a donc une différence notable entre ce que notre œil perçoit et la manière dont notre cerveau classe ces couleurs. Et ça, c'est à la fois culturel, comme je vais vous le montrer, c'est clairement culturel. Car même si globalement le fonctionnement biologique est commun chez tous les êtres humains, notre approche de la couleur varie selon les cultures et les contextes. Alors, si je vous demande combien il y a de couleurs, qu'est-ce que vous diriez avant qu'on interroge Aristote? Il y a quelqu'un qui lit le grec ici? Qui peut nous dire? Non. Alors, Aristote, lui, pour Aristote, il y avait 7 couleurs. Et ces couleurs, elles étaient liées à l'énergie des éléments, le feu, l'air, l'eau. Et Aristote, il est assez révolutionnaire dans la manière de penser la couleur, parce que juste avant lui, on pensait que c'était les yeux qui émettaient des lumières et qui émettaient en fait les couleurs des objets. Aristote, lui, dit en fait, il y a de l'énergie des éléments et les objets en eux-mêmes ont des couleurs. Donc il définit 7 types de couleurs. Après Aristote, donc vous m'avez toujours pas répondu combien de couleurs? Combien vous en doutez? Bon, il y en a beaucoup, vous avez raison. Et en effet, dans la plupart des langues, alors dans le langage courant, parce que bien sûr, si vous êtes un spécialiste de la couleur, vous allez me dire, attendez, j'en connais des centaines, Philippe, tu peux en nommer des centaines. Et puis je ne vous parle même pas des gens qui sont dans la mode ou qui sont dans la peinture intérieure, eux ils vont vous en donner des couleurs, mais globalement dans le langage courant, la plupart des langues ont une dizaine de mots pour distinguer les couleurs entre elles. Bien, et vous le savez, notre œil peut voir des milliers, voire des millions de différentes teintes, de différentes nuances. Pourquoi je vous dis que c'est culturel? Parce que par exemple, il y a certaines langues où il n'y a que 3 couleurs, sombre, clair et rouge. Chez les Inuits, il y a une dizaine de manières différentes de faire référence au blanc. Donc encore une fois, la couleur est une histoire culturelle. Dans les langues africaines, dans beaucoup de langues africaines, on ne distingue pas le bleu du vert. Alors les chercheurs pensent que c'est sans doute lié à la lumière du soleil qui en fait, ce jaune empêche de voir clairement la différence entre bleu et vert. Voilà, donc, de Aristote, puisque vous n'étiez pas encore bien au fait de combien de couleurs, il a fallu attendre Newton également pour, avec cette expérience, pour montrer que la lumière blanche, eh bien c'est, comme vous le savez, en fait, différentes longueurs d'onde des rayons qui va donner un arc-en-ciel. En fait, la lumière blanche, c'est une combinaison de couleurs qui sont absorbées différemment par les objets. Newton, qui est un physicien anglais, lui, il fait quelque chose aussi de révolutionnaire. Cet arc-en-ciel qu'il a réussi à créer, pour montrer que la lumière blanche est constituée de différents rayons lumineux, il va en faire un cercle chromatique, et ça, alors, vous le savez, ça pour les peintres, c'est essentiel parce que ça va leur permettre de travailler avec des contrastes, avec des harmonies, et ça, vous voyez, c'est vraiment à Newton qu'on le doit. Dans l'idée aussi de cette émotion et couleur, c'est à Goethe aussi que l'on doit essentiellement toute cette exposition, hommage à Goethe, parce qu'en effet, c'est l'un des premiers à lui donner clairement une expression émotionnelle aux couleurs. Donc dans son traité des couleurs qui date de 1810, il assigne le rouge, par exemple, il dit c'est dynamique, le bleu c'est calme, le jaune c'est joyeux, et alors il fait toute une palette, tout un nuancier de couleurs, et lui en effet, comment dire, le descriptif qu'il fait des émotions en relation avec les couleurs, c'est repris ensuite par les romantiques, par les symbolistes et par les expressionnistes, et en effet ça a perduré jusqu'à présent. Pour autant, est-ce que la théorie de Goethe est universelle? Par exemple, prenons le noir. Le noir, en effet, il y a une expérience humaine commune. Le noir, globalement, il y a une réticence. Pourquoi? Parce que dans le noir, on est un peu en danger. C'est le sens de
On est vulnérable. Vous savez que les enfants, il y a un stade où ils ont peur du noir aussi de manière très classique. Donc, c'est des choses qui sont liées, bonjour, à la mort, à l'idée de mort. Mais vous voyez, cette association-là, elle n'est pas l'idée de noir et de mort. D'ailleurs, dans les cultures occidentales et chrétiennes, lorsqu'il y a un enterrement, on porte du noir. C'est pas pour autant universel. Chez les hindous, par exemple, et aussi les bouddhistes, la mort s'est perçue différemment. On ne fait pas d'enterrement noir, on fait des enterrements en blanc parce que c'est un retour à la pureté, en fait. Et donc, vous voyez, il y a une approche totalement différente de la couleur. Un autre exemple avec le jaune. Le jaune, Goethe nous dit, c'est lumineux, c'est joyeux. Elle inspire bien-être, chaleur, donc c'est vrai, hein, c'est la couleur que l'on dit qui est associée au soleil, qui paraît chaude. Mais pour beaucoup aussi, elle est une impureté du blanc. Alors c'est un état de corruption du corps, avoir le teint jaune, les dents jaunes, l'œil jaune, ce sont des signes de maladie. Donc vous voyez, encore une fois, j'essaie de vous montrer qu'il y a une grande perception qui est liée à la culture et pas forcément à quelque chose qui est propre et universel à l'expérience humaine. Notre réaction émotionnelle face aux couleurs vient donc du contexte, mais aussi du contraste avec les autres couleurs. Et ça n'a pas échappé au français Michel Eugène Chevreul. Alors Chevreul était un chimiste qui travaillait dans la manufacture de teintes, dans une entreprise de tissus. Et lui, il va vraiment montrer ce que je vous montre ici, c'est qu'en fait les deux carrés que vous voyez au milieu, vous les voyez clairement différemment. Ils sont strictement identiques en termes de teinte. Donc lui, qu'est-ce qu'il montre? Il montre en effet que c'est le contraste qui va... la teinte sur laquelle apparaît bien sûr une autre couleur va modifier sa perception. Et il insiste, d'ailleurs je vais vous lire un passage, il insiste en disant... Elle ne s'applique réellement qu'à la modification de ce qui se passe en nous, et pas pour de vrai, vous voyez. C'est-à-dire que vous comprenez bien qu'à l'époque, il y avait des gens qui n'avaient pas encore bien compris comment fonctionnait le système, également de la perception. Donc il insiste, c'est pas la couleur qui change, c'est notre perception qui change. Et ça va être aussi utile pour les impressionnistes. Et puis je termine avec un autre physicien américain. Et ce physicien américain, lui aussi, a beaucoup travaillé sur la question du mélange. Il a réussi en fait, c'est un des premiers à travailler sur la synthèse additive et la synthèse soustractive des couleurs. Donc sans rentrer dans les détails, la synthèse additive part de la lumière, c'est différent. Les mélanges de lumière vert, rouge et bleu vont donner d'autres couleurs qui, combinés ensemble, vont donner du blanc. Ça, c'est le système de la lumière. Et le système des pigments, donc jaune, cyan et magenta, que si vous les combinez, comme ce que vous pouvez faire en peinture, vont donner des couleurs secondaires et ensemble vont donner une espèce de marron, enfin, comme ça vous connaissez. Donc ça, c'est un des premiers à montrer les deux systèmes de mélange et d'obtention de couleurs. Et puis c'est surtout qu'il va travailler sur l'idée de mélange optique, c'est-à-dire les points de couleur juxtaposés qui peuvent créer une autre couleur perçue à distance. Ça, vous le savez, ça, bien sûr, ça n'a pas échappé quelques années après aux pointillistes qui ont travaillé à partir de ces découvertes-là en faisant des touches de couleurs qui, de loin, vont donner une impression d'ensemble différente. Alors, d'ailleurs, pour la petite histoire, ce physicien américain, quand il a vu ces peintres, donc ces pointillistes qui s'inspiraient de son travail, a dit « J'espère, je n'aurais jamais dû écrire ce livre » puisqu'il détestait complètement ce qui était fait. Donc, voilà. Donc vous en savez un petit peu plus maintenant sur globalement la perception des couleurs. Je vais y revenir un petit peu tout à l'heure. Mais si cette question des couleurs vous perturbe encore, je vous invite à lire Michel Pastoureau. Il y a des petits livres, d'ailleurs il y en a pas mal qui sont accessibles ici. Des petites histoires, vous prenez la couleur que vous préférez et vous les lisez, c'est une centaine de pages. Histoire du jaune, histoire du rose. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous dit Michel Pastoureau? Il confirme un peu ce que je vous dis, c'est que c'est la société qui fait la couleur, pas l'artiste ou le savant, encore moins l'appareil biologique de l'être humain ou le spectacle de la nature. En effet, c'est avant tout une affaire culturelle. Voilà, donc vous en savez plus un petit peu maintenant sur
Enfin, vous avez vu que c'est vaste, hein. Je vous ai parlé d'un tout petit pan de couleurs, mais globalement, voilà, il y a des choses que vous saviez bien sûr déjà, mais quelques petits rappels. Quelques petits rappels avant de vous parler de Mark Rothko. Alors, pourquoi? 3 raisons pourquoi je vais vous parler de Mark Rothko. Premièrement, parce que, comme l'a rappelé Anaïs, l'histoire de l'art américain, c'est mon truc, en fait, c'est ma spécialité. La seconde raison, c'est parce que c'est difficile de parler de couleurs et émotions sans citer Mark Rothko, puisque lui-même, vous voyez, quel va être son travail ensuite, quel va être son style. Ce sont des aplats de couleurs, des grands formats, où il y a des rectangles de couleurs essentiellement, et il disait, lui, clairement, je vous ai mis la citation sur le côté, qu'il était intéressé seulement dans l'expression des émotions humaines fondamentales. Je vous l'ai traduit, je sais que vous êtes doué aussi en anglais. Donc il est révélateur que pour exprimer ces émotions humaines, Rothko, il a développé un mouvement. Ce mouvement est appelé le Color Field Painting. Donc c'est pas lui qui l'a nommé, mais c'est un champ de l'expressionnisme abstrait qu'on appelle les champs de couleurs, des blocs de couleurs. La troisième raison aussi qui va vous intéresser, c'est que Mark Rothko a enseigné pendant plus de 20 ans à des jeunes enfants et que c'est aussi par cette transmission, je vais y revenir tout à l'heure, que dans mon sens a été déterminant aussi dans son évolution artistique, puisqu'il a dit à plusieurs reprises que ce qui l'intéressait aussi, c'était d'exprimer des émotions de manière plus directe, plus intuitive, plus primitive, à côté de comment il a vu les enfants procéder avec les couleurs. Voilà quelques petits éléments bibliographiques. Quelques petits éléments biographiques. Donc Mark Rothko, il naît Marcus Rothkovich. Donc il naît en Lettonie, dans l'Empire russe à l'époque. Hein, on est en 1903. Bien sûr. On est en 1903. Il naît donc en Lettonie, dans l'Empire russe, et il va émigrer ensuite à l'âge de 10 ans aux États-Unis pour fuir les répressions anti-juifs qui subissaient à l'époque. Contrairement à ses aînés, Rothko est ici, il reçoit une éducation religieuse centrée sur l'étude du Talmud, c'est-à-dire que c'est une très jeune dans cette éducation, il apprend les textes, il lit beaucoup des textes qui sont des textes de loi, des textes de philosophie, et il va développer une passion d'ailleurs pour la philosophie et pour la musique. Il se rêvait musicien avant d'être peintre. Lorsqu'il arrive aux États-Unis, à Portland, dans l'Oregon, c'est un choc, parce que sa famille intellectuelle assez aisée va se retrouver, vous imaginez, en bas de l'échelle. Et néanmoins, Marcus apprend très vite l'anglais, il parlait déjà plusieurs langues. Il va réussir son parcours scolaire malgré la précarité de sa famille. Et il va être admis de manière assez miraculeuse pour l'époque à Yale, une des plus prestigieuses universités, où il entame des études de droit. Mais à la fac de droit de Yale, il se sent un peu marginalisé, puis n'oubliez pas, donc il y a à ce moment-là aussi une montée d'antisémitisme, il ne va pas vraiment trouver sa place à Yale, il va quitter les études de droit pour aller à New York et s'inscrire dans une école d'art, il va vivre de petits emplois, il va commencer aussi à enseigner l'art aux enfants, comme je vous l'ai dit, dans un centre académique à Brooklyn, et c'est une activité qu'il va conserver pendant 20 ans. Donc Rothko aimait enseigner aux enfants. Je vous ai présenté cette photo, c'est son fils, c'est pas ses élèves. Il n'y a aucune photo de Rothko qui donne cours, malheureusement. Et pourquoi j'ai choisi cette photo? Parce que contrairement à ce que je vais vous montrer après, on voit une autre facette. Vous savez, les artistes, quand ils posent devant pour des catalogues, ils sont très sérieux. Et c'est un aspect très sérieux, tout ce que je viens de vous dire jusqu'à présent, l'étudier la philosophie aussi. Mais c'est un versant de sa personnalité qui vous donne peut-être l'idée de pourquoi il a continué pendant plus de 20 ans aussi à enseigner aux enfants. Donc qu'est-ce qu'il appréciait dans la transmission aux jeunes? C'était avant tout la créativité et leur capacité à s'auto-centrer, à faire monde, il disait. Il propose une approche radicale à l'époque d'enseigner l'art. Il refusait d'emblée d'enseigner des techniques ou de faire copier des œuvres. Alors vous, ça vous paraît classique, hein, l'idée de ne pas faire copier exactement des œuvres, mais à l'époque, ce n'était pas du tout comme ça. Et donc pourquoi est-ce qu'il se refusait à faire copier? Parce qu'il affirmait que c'était donc pour préserver la créativité naturelle de l'enfant. Rothko d'ailleurs ne commençait jamais par les faire dessiner aussi, parce que pour lui le dessin c'était assez académique, assez technique. Il les faisait d'abord composer par la couleur. D'ailleurs, lors de sa première exposition à Portland, Rothko a intégré des œuvres de ses élèves à côté des siennes.
Donc, on se recentre, sur Rothko lui-même. Bien sûr, il enseigne les arts plastiques aux jeunes, mais il souhaite aussi faire carrière en tant qu'artiste aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire être artiste dans les années 30 aux États-Unis? C'est une période, les années 30, qui est assez décisive pour les États-Unis. C'est déjà une grande puissance, les États-Unis, dans les années 30, mais ils viennent de subir une grave crise financière, le krach boursier de 1929, et ça a plongé des milliers d'Américains dans la misère. En art aussi, pour vous donner le contexte des États-Unis, les États-Unis sont un peu en retard, toujours copient le modèle de l'Europe. L'Europe, c'est le domaine des grands maîtres, et les États-Unis répètent encore à cette époque-là ce qui est fait aux États-Unis. Ils sont aussi assez frileux en termes de modernisme. Il y a eu une grande exposition en 1910 où était montré le modernisme européen. Et en effet, beaucoup ont crié au scandale sur les œuvres qu'on pouvait y voir. Vous voyez, pour vous redonner un peu le contexte. Être aussi et vouloir être artiste dans les années 30, c'est de manière très exceptionnelle être soutenu par l'État. Et oui, parce qu'il y a eu la crise et à ce moment-là, il y avait un grand plan de redressement financier, le plan Roosevelt, qui donnait de l'argent aux artistes pour qu'ils produisent. Donc, quand je vous dis être artiste aux États-Unis, peut-être maintenant vous avez l'idée de personnes qui vendent leurs toiles des millions, mais à cette époque-là, être artiste, c'est aussi être engagé dans une démarche très sociale, vous voyez, parce qu'ils étaient payés des salaires, ils recevaient des salaires de l'État, ils étaient fonctionnaires de l'art. Voilà. Être aussi artiste dans les années 30 pour un immigré juif d'Europe de l'Est, c'est sentir que de nouveau le monde va glisser dans un conflit mondial. Voilà, donc c'est dans ce contexte que le style de Rothko va évoluer. Il va passer dans un style d'abord figuratif mais empreint de modernité. Vous voyez, je n'aurai pas beaucoup le temps de vous détailler les œuvres, mais la présentation sera à votre disposition si vous le souhaitez. Donc ça, on voit aussi déjà son intérêt pour la couleur, on voit une tendance qui va vers un certain expressionnisme. C'est une scène ici de vie urbaine, c'est un métro, des personnes qui attendent dans le métro, on peut sentir le sentiment d'isolement. Mais globalement, il est dans les années 30 encore dans la figuration. Dans les années 40, il se lance de plus en plus dans quelque chose qui aurait une portée universelle. Et donc, il va relire les mythes, souvenez-vous, je vous ai dit, très érudit, il va relire les mythes. Il va travailler sur Antigone, ici c'est le mythe de Mitra et le taureau. Donc, je ne sais pas si vous voyez le taureau, ce moment-là est censé représenter à la fois la création du monde, le sacrifice et la création du monde par le sacrifice du taureau. Donc là, on est vraiment aussi, il cherche différents styles, vous le reconnaissez sans doute, quelque chose qui est empreint de surréalisme et aussi de symbolisme. Donc il cherche quelque chose qui dise une vérité universelle. Ce qui va faire beaucoup progresser son travail, c'est une toile qu'il va admirer, et c'est celle de Matisse, l'Atelier Rouge. Il va dire à ce propos, l'ayant vu, il va dire « J'ai passé des heures à contempler cette toile ». Il se sentait immergé. Il a dit « Vous devenez la couleur, vous êtes totalement saturé de couleur quand vous regardez cette toile ». Donc dans les années 50, après les drames qu'a connus le monde, les traumatismes, la bombe nucléaire, le génocide, Rothko va complètement se détourner de la figuration pour développer un style unique, le style de, comme je vous ai montré, le color field painting. C'est d'ailleurs, je vous en montre quelques exemples, mais je vais venir dessus. Ce que vous voyez, ça n'a rien à voir avec les toiles, d'accord ? C'est des projections, c'est des images dont la qualité est plus ou moins douteuse, donc ça n'a rien à voir avec le réel. Et ça, je vous le dis parce que c'est vraiment important. Déjà, pour vous remettre dans le contexte, vous voyez, ce sont des œuvres qui sont très grandes. La plupart font plus de 2 mètres. Le choix du grand format, Rothko va le dire, il permet d'immerger le spectateur. C'est vraiment très important à son sens. Et tel que vous les voyez, vous dites sans doute, c'est un petit peu exagéré l'idée de l'approche émotionnelle qu'on peut avoir. Je vous en montre encore un deuxième exemple. Et puis un troisième. Donc l'expérience de la confrontation avec la toile, c'est tout autre.
parce que déjà le grand format de ces aplats de couleurs dans lesquels on peut voir des variations, des dégradés, des nuances qui n'apparaissent absolument pas, qui sont réalisées pour la plupart à l'huile, parfois à l'acrylique, parfois aussi sur papier, vous immerge complètement dans une expérience sensible. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo d'une série américaine qui s'appelle Mad Men. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Alors pour vous remettre le contexte, c'est une série des récentes, des années 2000, qui parle de grands manias de la publicité dans les années 50. Et pourquoi je vais vous montrer cette petite vidéo, déjà pour donner un peu de rythme à ma présentation, je ne vous cache pas, mais aussi parce que les protagonistes, ce sont des personnes qui travaillent dans cette agence de pub, ont entendu dire que le grand boss a acheté une toile, et une toile un peu spéciale, un peu révolutionnaire, et c'est une œuvre de Rothko. Et je vous demande de faire attention à ce qui va être dit, en fait, de l'échange, puisque chacun des personnages va avoir une attitude un peu différente à la découverte de l'œuvre. Voilà. Donc je vous laisse regarder, je ne sais pas si on a le son, mais il y a les sous-titres en français. J'ai l'impression de nager sans maillot. Alors attendez. Voilà. Il y a les traductions, donc ne râlez pas. Call me from jail. You're gonna keep a lookout? Just don't touch anything. It's a Rothko. Why the hell didn't Dale say that? $10,000. So it's Munchie Squares, huh? That's interesting. Two possibilities. Either Cooper loves it, and you have to love it, like in an Emperor's New Clothes situation, or he thinks it's a joke, and you look like a fool if you pretend to dig it. People can't pretend they understand this. Maybe he has a brochure in here, something that explains it. I don't think it's supposed to be explained. I'm an artist, okay? It must mean something. Maybe it doesn't. Maybe you're just supposed to experience it. Because when you look at it, you do feel something, right? It's like looking into something very deep. You could fall in. That's true. T'as bien pu entendre ça? Et pas, personne dit ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bon. Bref. Donc, vous comprenez l'idée, là, vous avez vu, il y a différentes réactions. Il y a quelqu'un tout de suite qui est dans l'aspect financier, et puis ensuite, qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'il faut dire qu'on n'aime pas? Qu'est-ce que ça signifie? Mais en gros, en effet, qu'est-ce que Rothko signifie? Eh bien, moi, je ne vais pas vous en faire une analyse, parce qu'en effet, Rothko refusait lui-même de donner une interprétation, et surtout, ne titre aucune de ses œuvres. Toutes ses œuvres sont sans titre. Il y en a quelques-unes qui ont des numéros, une ou deux qui sont notamment hommage à Matisse, mais aucune n'est, comme on pourrait l'attendre, de ce que vous voyez, par exemple la joie. Une toile qu'on dirait peut-être plus orangée, non, la joie, ou ni tristesse, quand c'est une toile bleue. Donc en effet, s'il a écrit sur l'art, Rothko se refuse à en dire plus sur ces champs de couleurs, sinon, je répète, qu'ils sont le résultat de sa recherche pour exprimer les émotions humaines fondamentales. Il dit aussi qu'il est devenu peintre parce qu'il voulait donner à la peinture la même intensité que la musique et la poésie. Donc en effet, pour en revenir à la couleur et les émotions, il semble très réducteur d'assigner une émotion à une couleur. Les émotions humaines, elles ne sont jamais univoques. Si vous regardez de près, d'ailleurs, les toiles de Rothko, vous voyez que Rothko, qui travaillait en appliquant des dizaines de couches de peinture, il travaille des zones de transition, de superposition, de combinaison de couleurs, dans un travail qu'il lui-même disait ressentir lorsqu'il peignait, de façon à véritablement rendre la toile vivante. Il a dit aussi, ça c'est des petites choses qui, encore une fois, donnent un cadre pour être sensible à ce qu'il faisait. Il dit « Je vois mes œuvres comme des drames et les figures qui s'y trouvent comme des acteurs. » Et en effet, Rothko, en travaillant la couleur, aspire à rendre vivant la toile par cette exposition de sensible. Mais en aucun cas, il ne va nommer ni définir les émotions en relation à la couleur. Donc des toiles de ce genre-là, il va en peindre des centaines.
Au total, il a 400 toiles de ce genre-là, avec essentiellement des rectangles où il y a 2 ou 3 couleurs différentes. Ça varie, hein, et des très grands formats, comme je vous l'ai dit, et qui vont connaître un certain succès, même s'il va vivre toujours de manière assez modeste. Il lutte d'ailleurs intérieurement, sans doute de par la précarité qu'il a connue, à vendre ses toiles. Il va refuser de vendre à certains collectionneurs qui vont spéculer sur son art, parce que en effet, ces toiles maintenant, lorsqu'elles sont vendues, se vendent à des millions. Une autre anecdote qui est assez révélatrice, on lui avait demandé de peindre pour un restaurant à New York, dans un grand building, et puis il avait commencé à travailler, et puis un jour qu'il était voir pour repérer comment la lumière pouvait se poser sur ses toiles, il s'aperçoit qu'en fait se tient des discussions très mondaines, hein, des gens qui sont riches, et il a refusé en fait tout simplement le travail qu'il avait commencé, il a refusé de terminer la commande, il l'a gardé. Donc pour vous montrer encore une fois que son but c'était pas de vendre, hein, qu'on pourrait dire ouais il nous faisait des carrés de couleurs et il vendait ça des millions, c'est pas du tout l'approche qu'avait Rothko. Dans les années 60, sa palette s'assombrit, alors que paradoxalement, il atteint plus de reconnaissance artistique. À cette époque-là, il connaît aussi des problèmes de santé et se sépare de sa femme. L'une de ses réalisations les plus importantes, c'est la chapelle Rothko. Donc ça, c'est vraiment son grand œuvre, hein, son chef-d'œuvre. C'est une chapelle qui est interconfessionnelle, une chapelle œcuménique, qui est ouverte à tous et qui est conçue pour être un espace de retour à soi, de méditation. C'est un lieu de recueillement, c'est un bâtiment dont il a aidé au dessin architectural de forme octogonale et qui est bâti au centre d'un puits de lumière. Donc ce qui est très intéressant, j'ai jamais pu y aller, j'espère pouvoir voir ça un jour. Donc là, contrairement aux toiles de Rothko que j'ai pu voir, parce qu'il y a eu cette grande expo l'année dernière, cette chapelle-là, je n'avais pas vu la voir, mais j'aimerais beaucoup. Ou voir un grand Rothko. Alors vous avez pas trop de chance, il n'y en a pas beaucoup en France. Il y en a une à Beaubourg, mais c'est fermé pendant un bout de temps. Mais voilà, je vous tiendrai au courant si vous voulez voir de ces œuvres-là pour vraiment ressentir. Donc qu'est-ce qu'il va faire pour la chapelle Rothko? Il va travailler au dessin, comme je vous l'ai dit, mais il va surtout travailler à 14 toiles qui sont celles-là immenses, elles font plus de 3 mètres. Et elles sont, vous avez l'impression qu'elles sont en effet essentiellement noires, mais elles ne sont que des dégradés de bleu, de violet, de marron, de rouge, avec selon la lumière, ça fait apparaître en fait ces différentes teintes, ces différentes nuances. Et prise dans son ensemble, cette œuvre, elle résume le mieux en fait la quête de Rothko, qui était de transcender la figuration, mais aussi l'abstraction, parce qu'en fait, il n'aimait pas l'idée d'abstraction pour lui, c'était tellement proche de l'émotion humaine que ce n'était pas abstrait. Et c'était de rentrer dans l'expérience picturale, faire ressentir les émotions, les vibrations, comme si la peinture était vivante. C'est une rencontre émotionnelle. Voilà, c'est ça qu'il voulait engager. En 1968, peu avant sa mort, Rothko devient membre de l'Institut national des arts. Il est élu docteur honoris donc à Yale, dont je vous ai dit où il a étudié. Et à cette occasion, le doyen souligne « Vous avez atteint une grandeur visuelle et spirituelle qui a son fondement dans le destin tragique de toute existence humaine. » Et en effet, cette référence au destin tragique de l'humanité va trouver son écho dans sa propre vie. Car oui, Rothko, qui était gagné par la dépression parce qu'il était malade, parce qu'il ne pouvait plus peindre, va mettre fin à ses jours en 1970. Donc, bon, c'est vrai on termine sur une note assez sombre, mais qu'est-ce qu'on peut retenir de l'œuvre et de l'ambition de Rothko? Premièrement, s'il est important de permettre aux jeunes enfants de comprendre leurs émotions, ça vous le savez, il est aussi très important d'accueillir leurs émotions, c'est bien pour leur permettre de se lier aux autres, de développer des compétences psychosociales et, dans leur vie d'enfant comme d'adulte, de pouvoir manifester leur état émotionnel et chercher de l'aide si besoin. Et pour commencer cela dès le plus jeune âge, comme le pensait Rothko, les couleurs offrent une réalité visible et tangible. Et tout le travail que vous pouvez voir et que vous allez faire, basé sur la couleur et les émotions, c'est très bien. Ça permet à l'enfant de se décentrer, d'observer qu'il n'est pas seul à ressentir, et bien sûr, c'est un très bon réceptacle pour qu'il exprime ses émotions.
Seulement, comme vous l'aurez dit sans doute Rothko, soyez audacieux, ne proposez pas les associations trouvées dans les livres comme la seule possibilité. Vous voyez à quoi je fais référence. Laissons à nos enfants, vous aurez dit Roscoe, la richesse et la liberté de leur créativité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis on a un petit peu de temps si vous voulez poser des questions. Je serais ravie d'essayer d'y répondre. J'avais une question du coup. Comment vous définirez exactement son style Alors, son style, le grand critique d'art, le grand Manitou de la critique d'art américain à l'époque va le nommer color field painting, c'est-à-dire grands aplats, et tout le monde lorsque parle de Rothko parle de color field painting qui veut dire bloc de couleurs colorés. Mais il fait partie du grand mouvement de l'expressionnisme abstrait. C'est un mouvement des années 50-60 aux États-Unis, et d'ailleurs c'est le mouvement où véritablement les États-Unis vont prendre le pas, c'est-à-dire sur l'Europe. Ils ne copient plus, eux-mêmes vont ensuite inspirer l'Europe. Mais comme je vous l'ai dit, Rothko, il n'aimait pas trop cette idée d'abstrait. Pour lui, c'était tellement proche du sensible que c'était ni abstrait ni figuratif, c'était autre chose. Donc, globalement, il est classé comme un artiste expressionniste abstrait, donc de l'abstraction. Mais encore une fois, l'importance de mettre un nom, ça lui semblait peut-être pas forcément très pertinent. J'avais une autre question. Allez-y, mais avec plaisir. Son style se rapproche beaucoup de celui de Yves Klein pour ses monochromes, mais pourtant il ne dégage pas la même sensation. Klein, c'est pas vraiment les émotions qui peint. Du coup, je me demandais, de votre point de vue à vous, c'est quoi la différence entre ses peintures à lui et celles de Klein? Alors, il y a aussi beaucoup d'artistes, par exemple, lorsque je vous présentais ça, vous auriez pu me parler de Pierre Soulages. Vous voyez qu'on dit beaucoup qu'il a travaillé des nuances de noir. Et en effet, il y a beaucoup d'artistes qui se sont ensuite plongés dans une couleur et qui ont, ou alors qui travaillaient essentiellement avec une couleur. L'approche de Rothko, vous avez vu, il a peint aussi il le peignait, vers la fin de sa vie, il peignait beaucoup, c'est vrai, dans une palette assez sombre, mais il peignait différentes choses. Et véritablement, l'essence de son travail, c'était d'arriver par la couleur à exprimer quelque chose de vivant, qui pour lui, c'est une émotion. Mais il ne va pas assigner d'émotion telle quelle. Il demande, d'ailleurs il dit, une autre chose que je peux vous citer, globalement je glose un peu parce que je n'ai pas pris la citation exacte, il dit, si vous pensez que mon travail c'est le contraste des couleurs, vous passez un petit peu à côté. Parce qu'en effet, c'est un travail qui va s'exprimer par la couleur, mais dont l'essence même, c'est de vous faire ressentir des choses. Et d'ailleurs, de manière générale, l'abstraction est souvent peu intitulée. Bon, ça, c'est assez courant chez les artistes abstraits. Mais pour lui, je pense que ça faisait vraiment partie de son approche artistique que de vous laisser le champ libre par rapport à son approche de la couleur. Donc, c'est pas l'exploration d'une couleur. Ça, je pense que pour répondre à votre question, parce que vous voyez, je suis en train de partir dans mon truc, mais pour répondre à votre à votre question, ce n'est pas l'exploration d'une couleur en tant que telle qui va devenir un peu symbolique de l'artiste, mais c'est vraiment comment la couleur est l'expression du sensible. Voilà. Est-ce que ça vous a intéressé? Si j'ai bien compris, il n'a pas souhaité expliquer l'assombrissement de sa peinture, de son œuvre au fil des années. Alors, il l'a évoqué déjà? Est-ce que, donc, globalement, il y a des circonstances qui font que... quelque chose que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que pour lui, les émotions humaines fondamentales, c'est pas classiquement, comme on dirait, la peur, etc. Lui, il nommait l'extase, la tragédie, donc ce qui pour nous, c'est pas une émotion en plus, bon, vous voyez, mais c'est des sentiments forts. Et puis il disait, et puis le reste, en anglais, and so on. Donc, il a signé déjà quelque chose qui tient de l'intensité, en fait, de véritablement de l'intensité. Et pourquoi est-ce que sa palette s'assombrit?
il a continué, il a quand même fait quelques toiles dans les années 60 qui sont aussi assez colorées. Mais globalement, oui, sa palette s'était assombrie. Est-ce que pour autant on peut dire il avait des idées noires, puisque vous avez compris qu'il va se suicider en 1970, il s'entaille les veines. Alors pour beaucoup, moi je ne me suis pas risquée là-dedans, mais une des dernières toiles qu'il a faites, c'est un fond rouge avec un gros cadre noir. Alors vous savez, la critique tout de suite s'en empare et dit est-ce que c'était annonciateur? En tout cas, c'est sûr qu'il était dépressif, hein, puisque il a aussi, on a retrouvé des médicaments contre la dépression le jour de sa mort, mais il ne revenait pas sur l'idée il ne mettait pas en lien lui-même ça. Par contre, le travail qu'il a réalisé pour la chapelle, qui en effet globalement apparaît très sombre, là-dessus il revient beaucoup sur l'idée de l'expérience avec le spectateur. Voilà, là il revient et il dit c'est à vous de voir ce que vous y voyez. Super, je ne sais pas si vous avez cours après, en tout cas. On a encore peut-être le temps pour une petite question. Je suis quand même contente que ça vous ait intéressé. Si vous êtes intéressé, il y aura sur le site, je les référence, les différentes choses, et puis voilà, vous pouvez être libre après de venir me parler de votre couleur préférée, je pense. Voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite une belle après-midi, Anaïs.